Quand on m'a proposé d'animer cette table ronde, je me suis demandé un petit peu, Léopold, finalement, est-ce que ça a un intérêt aujourd'hui dans notre réflexion sur la naturalité, sur la nouvelle gestion de nos espaces. Et puis, je me suis rendu compte que finalement la forêt, puisqu'il parle beaucoup de forêt, la forêt qui, pendant très longtemps en France, était un petit peu en fer de lance de toutes ces questions de prise en considération des dynamiques naturelles, finalement cette forêt s'est peut-être un petit peu endormie. Et on voit aujourd'hui que c'est peut-être plutôt sur la nature en ville, curieusement, sur les zones humides, voire sur l'agriculture, l'agroécologie, l'agroforesterie, qu'on voit le plus de dynamique de pensée pour changer les choses, pour aller vers quelque chose de plus naturel, et que peut-être la forêt aurait besoin de retrouver quelques penseurs, quelques philosophes un petit peu plus radicaux pour réalimenter la pensée qui ronronne un peu autour d'une gestion durable des forêts, autour de l'aménagement multifonctionnel, et qu'on est un petit peu dans le détail, alors qu'on aurait peut-être besoin d'un peu de radicalité. Donc, je pense que Aldo Leopold, c'est quelqu'un qui est assez peu connu, parce qu'il a été très peu traduit en français, et on sait que la barrière de la langue est importante. Donc, simplement vous citer les deux ouvrages qui existent en français. Vous avez donc celui que vous avez reçu au séminaire, qui est tout récent, et Jean-Claude nous en parlera peut-être un petit peu. Et puis l'Almanach d'un Comté des Sables, qui est encore disponible, je pense, un petit peu partout. On peut le trouver, il n'y a pas de problème. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous présenter nos intervenants qui vont essayer de vous familiariser avec Léopold. Donc d'abord, eh bien, je vais commencer par lui, Jean-Claude Génaud. Un acteur bien connu de la protection de la nature, philosophe militant, très militant de la prise en compte de l'éthique de la nature, quelqu'un qui travaille aussi concrètement au parc naturel régional, dans un parc naturel régional dans les Vosges du Nord, à essayer d'insuffler un petit peu en pratique un certain nombre de concepts. Et puis, un lecteur très enthousiaste de Léopold, dont il a assuré la publication du livre La conscience écologique en partenariat, donc, et qui nous en parlera pour commencer cette intervention, pour vous présenter qui était Léopold. Après, donc, on a Baptiste Lanaspez, qui est à côté de moi, et qui est philosophe, directeur des éditions Wild Project, et donc c'est une maison d'édition qui essaye de diffuser au niveau français des penseurs, très souvent étrangers, qui pense la nature, qui pense l'éthique de la nature, la relation avec la nature. Et donc, il pourra lui aussi nous dire un petit peu par rapport à Léopold, qui est un de ses auteurs fétiches, ce qu'il peut nous dire un petit peu de cet auteur. On a ensuite Emmanuel Michaud, tout au bout là-bas, qui donc lui a une longue carrière de gestionnaire d'espaces naturels, puis d'espaces forestiers à l'ONF, et qui est revenu donc à ses premières amours au parc national de la Vanoise. Et donc qui est là un petit peu aussi pour nous dire de manière un peu stratégique comment cette pensée peut irriguer l'acte de gestion, la décision de gestion ou de non-gestion, et changer un petit peu la vue du gestionnaire sur ces espaces. Ensuite, on a Christophe Chauvin, qui est là-bas, qui, donc lui, forestier aussi, j'ai pas dit, Emmanuel, forestier, 13 ans d'ONF, il en est sorti aussi, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et qui travaille maintenant à l'IRSTEA. Il faut toujours provoquer sur l'ONF, on adore les haïr, donc voilà, et qui maintenant travaille à l'IRSTEA, Aix-Sémagref, donc sur des dynamiques de gestion intégrée en montagne des territoires, et donc qui est plutôt notre sociologue des territoires, je vais dire, voir un petit peu au niveau des territoires comment ce type de pensée de Léopold peut nous aider à penser autrement les relations et l'aménagement du territoire, notamment vis-à-vis de la nature, évidemment. Et puis, donc, pour conclure, nous avons donc Raphaël Larère, qui est ingénieur agronome, sociologue, qui a travaillé à l'INRA, qui maintenant est à la retraite, et qui a principalement travaillé donc sur les usages et représentations de la forêt, c'est-à-dire comment on se positionne par rapport à la forêt, les conflits d'usage, les conflits de vision, et puis ensuite qui a glissé sur la nature à partir de la forêt, donc c'est assez naturel de glisser vers la nature, et qui finalement, notamment grâce à Léopold, est parti sur des questions ensuite d'éthique environnementale,
pour aller un petit peu plus loin sur finalement quelle posture de la société vis-à-vis de la nature. Et donc, alors, il m'a dit un petit mot avant cette conférence. Il a dit il y a 2 raisons vraiment pour vous convaincre de lire l'almanach. Il a dit la première raison qui est fondamentale, c'est que Luc Ferry en a dit beaucoup de mal. Donc ça ne peut pas être complètement mauvais, voilà. Et deuxièmement, un petit peu plus sérieusement, qu'il y a d'excellents articles sur cet almanach aussi, et que c'est vraiment un document un peu fondateur. Et voilà. Très bien, donc sans plus attendre, la règle du jeu, donc on aura 4 parties, grosso modo, enfin 5 même. Une première partie où on va essayer de vous parler de l'homme, qui est Léopold, d'où il parle, quelle est sa culture, sa vie, son expérience. Ensuite, on passera sur les éléments essentiels de sa pensée, en termes d'écologie évidemment. Et puis, on aura un petit temps d'échange avec vous d'1 quart d'heure. On va essayer de tenir les délais, ça va être un peu serré, mais on va essayer de garantir ce quart d'heure pour la salle sur cette première partie, c'est-à-dire le philosophe et son œuvre. Et ensuite, on discutera un petit peu plus précisément sur son héritage et comment on pourrait remobiliser sa pensée dans les enjeux actuels au niveau national, sur les politiques de protection de la nature, sur l'organisation du territoire. Et nous aurons à nouveau un petit quart d'heure pour débattre avec vous de cette deuxième partie. Voilà. Eh bien, on va commencer tout de suite. Donc, qui est Léopold ? Donc, je vais demander à Jean-Claude, qui a fait donc cet ouvrage de synthèse un petit peu de son œuvre. Non, si je suis là, c'est parce que je dois être le seul à avoir lu la biographie d'Aldo Léopold. En américain, ça m'a pris des mois. C'est un pavé de 600 pages, signé Kurt Main, édité par l'Université du Wisconsin. Et il m'a fallu le dictionnaire et plus de 60 pages de notes. Donc, c'est sûr qu'il reste des traces. Alors, Aldo Léopold est né à la fin du 19e siècle. Il est mort en 1948 à l'âge de 61 ans. Il est le fils d'un fabricant de meubles. Il a une enfance heureuse. Il faut toujours le souligner. Ça explique après pourquoi les gens ont une vie épanouie. Il est un homme à multiples facettes. Il a été forestier, protecteur de la nature, scientifique, enseignant, penseur et poète. On ne ferait pas une biographie de 600 pages si c'était un homme comme tout le monde, on va dire. Forestier, il passe 14 années au service forestier américain, dont il a démissionné en 1928. Mais quand il a été forestier, en fait, il a très peu coupé d'arbres. Il a dressé des routes, bien sûr, comme tout forestier américain. Mais il a beaucoup travaillé sur les questions d'érosion des sols, d'incendie, de surpâturage et de récréation. Enfin, c'est le mot américain, loisirs, quoi. C'était l'explosion des loisirs dès le début du XXe siècle, aux États-Unis en tout cas, dans les parcs et dans les forêts nationales, puisqu'il a travaillé beaucoup dans les forêts nationales. Protecteur de la nature maintenant. Il est le cofondateur de la Wilderness Society américaine. Il a été président de la Société d'écologie. Et dans les années 40, il était à la tête du mouvement de la conservation, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était une figure, quoi. Et je passe le nombre de représentations qu'il avait dans tout type de Sierra Club. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Et il est aussi, on va dire, l'initiateur de la première ère de wilderness aux États-Unis, puisqu'il en a parlé bien avant que l'acte législatif s'inscrive dans la loi américaine en 1964, puisque dès 1922, il propose la première zone de wilderness dans les montagnes de la Gila au Nouveau-Mexique, une zone de 300 000 hectares. Scientifique, il a tenté d'expliquer l'écologie avant que ses fondations soient établies. Il avait des contacts avec de très très bons scientifiques britanniques, américains, bien sûr, canadiens. Ils se réunissaient. Et donc, à l'époque, l'écologie, elle était embryonnaire. Bien sûr, il y avait déjà la théorie du climax de Clemens, il y avait déjà l'école de Chicago sur la phytosociologie, des choses comme ça. Mais tout était embryonnaire. Et donc, on doit lui reconnaître aussi un rôle un peu fondateur dans l'expression de l'écologie appliquée. Il donne une définition de la santé de la nature. Ça peut paraître comme ça bizarre, cette notion de santé de la nature. Elle est d'ailleurs utilisée par les forestiers aujourd'hui, puisqu'il y a un département santé des forêts. Pour lui, la santé de la nature, c'était la capacité interne à la nature de s'auto-renouveler. Il a développé énormément d'études d'écologie appliquée sur la faune sauvage. Il a rédigé un livre sur la gestion de la faune sauvage, qui est en fait son premier ouvrage, et signé plus de 350 articles. Enseignant. Il a été le premier professeur de gestion de la faune sauvage. Au début, c'était du game, en fait. C'était donc du gibier, des espèces chassables uniquement. Puis, le mot a glissé. Il a élargi son champ à l'ensemble des espèces, puisqu'il est chasseur. Il ne faut pas l'oublier, chasseur et pêcheur. Son père l'était, son grand-père l'était. Donc, il est premier professeur à l'université du Wisconsin dans un laboratoire, enfin dans un département plutôt agronomique, quoi. Et il a pratiqué l'enseignement pendant 15 ans. Il a inspiré des centaines d'étudiants. Penseur,
Il a évidemment développé la fameuse éthique de la terre, alors qu'on dit la lande éthique. Terre, chez lui, c'est dans le sens communauté biotique. On dirait aujourd'hui plutôt biosphère. Hein. Il a parlé de conscience écologique comme étant l'éthique de la vie en communauté. Sa célèbre expression « penser comme une montagne » traduit sa vision holistique et écocentrée de la relation entre l'homme et la nature. Poète enfin, parce que le livre qui a été traduit avec l'introduction de Leclésio, remarquable d'ailleurs, Almanach d'un Comté des Sables, qui est paru d'ailleurs, il faut bien le préciser, bien après sa mort. Il a eu du mal à l'éditer du temps de son vivant, à la fin de sa vie. Est un des premiers exemples, on peut dire, de ce qu'on appelle aux États-Unis le nature writing, c'est-à-dire la littérature naturaliste, qui est très connue. Il y a un éditeur en France, je m'excuse Baptiste de faire de la pub pour un autre éditeur que toi, c'est Gallmeister, qui traduit énormément d'ouvrages type nature writing. Donc on peut dire que lui, il a été un des initiateurs. Voilà. Donc ça, c'est les multiples facettes. J'en dirai pas plus pour l'instant. Merci. Peut-être un petit complément de Baptiste. Oui, bonjour, donc Baptiste Lanaspez aux éditions Wild Project. J'ai pas lu la biographie de Kurt Pine, donc c'est super que Jean-Claude ait fait ce résumé extensif. Et juste un petit mot pour dire que du point de vue de la ligne éditoriale des éditions Wild Project, qui est de publier les ouvrages fondateurs de la pensée écologiste, Léopold, pour nous, fait partie d'un tandem, malgré lui, avec Callicott, qui est le grand philosophe un peu fondateur de l'éthique environnementale américaine. Et j'aime bien dire qu'entre Callicott, qui est arrivé, donc, qui a commencé à être dans les affaires 3 décennies après la mort de Léopold, donc il y a une grosse génération qui les sépare. Entre Callicott et Léopold, il y a une relation que j'appellerais un peu symbiotique, qui me fait à certains égards penser à celle qu'il y avait entre Socrate et Platon. C'est-à-dire que, alors c'est un petit peu différent, mais on a quand même d'un côté un philosophe, dans le cas de Léopold, qui était un philosophe tellement fondateur de son champ, celui d'une sorte de philosophie de l'écologie, que lui-même était un philosophe autodidacte, puisque ce champ-là n'existait pas, et un philosophe presque malgré lui, quoi, qui n'avait pas une conscience académique, en tout cas, de ça. Et vous disiez tout à l'heure, Luc, qu'il n'était pas très connu. Je voudrais préciser, il n'est pas très connu du grand public français. Aux États-Unis, c'est absolument monstrueux, puisque parmi ces différents bouquins, surtout l'Almanach, a été vendu, je crois, à plus d'exemplaires que Printemps silencieux, ce qui le range dans la catégorie des grands best-sellers du XXe siècle, et des best-sellers qui ont une profondeur sociétale, je dirais, encore plus grande que 50 Shades of Grey, par exemple, ou que Harry Potter. Mais plutôt comme par exemple La Case de l'Oncle Tom ou ces grands livres qui ont amorcé des grands mouvements. Et donc tout ça pour dire que malgré la notoriété phénoménale de Léopold dans le grand public, évidemment les milieux environnementalistes américains, malgré l'étendue effectivement de sa lyre, c'est-à-dire et de sa personnalité qui va dans tous les sens, il y avait quand même cette dimension philosophique que Callicott a extirpée, puisqu'en fait Callicott a construit l'ensemble de son système philosophique. Dans le cas de Callicott, c'est vraiment un système très cohérent, comme chez les grands philosophes classiques, à partir de l'insémination de Léopold. Et donc, en fait, on a c'est du point de vue de Wild Project. Pour nous, c'était fondamental d'avoir enfin un autre bouquin que cet almanach. Pour ceux qui n'ont pas l'almanach, achetez-le. Et une fois que vous achetez l'almanach, il faut maintenant acheter La Conscience écologique, le nouveau, parce que ce livre-là permet de voir comment sa pensée s'est élaborée, comment Léopold n'est pas né Léopold, mais comment, depuis ces intuitions parfois un petit peu romantiques, et puis un petit peu il a la gâchette facile au début de sa vie, en tant que chasseur, comment est-ce que sa pensée se construit, comment est-ce qu'il construit son discours. Et donc c'est ça que permet de voir La Conscience écologique, avec des textes qui partent de 1923 et qui vont jusqu'à sa mort en 48, c'est ça, hein? Oui. Merci Baptiste. Oui, donc je parlais vraiment de sa notoriété européenne, notamment en France, du fait de la barrière de la langue. C'était vraiment ça et c'est d'autant plus étonnant que Léopold est venu en Europe, à une formation européenne, est venu en Europe, il est venu en Allemagne, il a beaucoup, vous verrez dans le livre, beaucoup écrit, et c'est beaucoup inspiré du modèle allemand de la forêt allemande, qui l'a beaucoup interpellé, je dirais. Et donc, malgré cela, il est très peu connu et très peu finalement cité, ou très peu de gens se revendiquent explicitement de sa philosophie en France, même pas Luc Ferry. Donc c'est vous dire si même nos plus grands philosophes. Bon, ouais. Donc maintenant, on va passer plus précisément à sa pensée, c'est-à-dire à son héritage. En reprenant une de ses citations, lui, il cite un triptyque qui résume un petit peu sa pensée, qui est intégrité, stabilité et beauté.
Voilà. Donc pour lui, ça résume un petit peu ce qu'est l'action de l'homme et la position de l'homme vis-à-vis de la nature. Donc on a choisi de reprendre ce triptyque qui est de son propre propos. Et donc je vais demander d'abord sur intégrité à Emmanuel Michaud de nous dire un petit peu. Donc derrière intégrité, c'est tout ce qui est respecter la nature en tant qu'un élément en soi, et non pas simplement un environnement, des éléments un peu disparates, mais vraiment cet aspect, la nature en soi est une cohérence, c'est un espèce d'organisme, il ne va pas jusqu'à parler de Gaïa ou autre, c'est pas du tout sa pensée, mais en tout cas, vraiment quelle posture on a vis-à-vis de la nature, quelles interactions, et puis ce qu'on a vu tout à l'heure dans les débats, en gros, lui, il pense vraiment la nature comme un élément indispensable pour qu'on puisse y retrouver ses sources. Or, on revient à cette difficulté, comment la nature peut être intègre et jusqu'où peut-on la perturber pour aller voir comment elle est intègre, d'une certaine manière, et comment on se retrouve intègre avec elle. Et donc, c'est un petit peu tout ça que je voudrais que Emmanuel puisse nous développer. Voilà. Merci. Léopold avait une grande chance, je veux dire, c'était de croiser, d'être philosophe et en même temps gestionnaire. Moi, j'ai que la deuxième partie parce que j'ai essentiellement travaillé dans la gestion et je dirais que je suis un peu un bricoleur des espaces naturels. Ce qui me paraît assez... la première question, c'est de se dire est-ce que la nature est l'égale de l'homme ? Je dirais, ça me paraît très prétentieux, encore une fois, pour l'homme. La nature a ça de très fort, c'est qu'elle a l'intelligence du collectif, elle a l'intelligence des écosystèmes, elle a l'intelligence de toute son histoire en matière d'évolution, elle a toute sa capacité de résilience. Elle sait, je dirais qu'elle sait nous rappeler très souvent sa présence, et les changements climatiques nous le montrent bien. Je trouve que dans la pensée de Léopold, il y a un élément qui est important, c'est cette notion d'harmonie entre l'homme et la nature, ce qui place déjà la nature à un autre niveau, c'est-à-dire qu'elle demande que nous ayons une certaine humilité vis-à-vis de la nature. Et le deuxième point qui me paraît important, c'est le degré de naturalité. Et Léopold, en effet, il parle de degré de naturalité. Et là, on touche à l'aspect intégrité dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que, bien sûr, il considère qu'un certain nombre d'espaces doivent être préservés dans leur intégrité, mais il considère aussi, je dirais, qu'il y a des degrés de naturalité et des degrés, je dirais, d'implication de l'homme, avec toujours en arrière cette notion d'harmonie. J'aurais tendance à dire qu'on aurait un risque de ne se focaliser que sur des territoires dédiés à la naturalité. Et cette notion de gradient, elle est importante. Ça veut dire qu'en effet, il faut qu'on puisse travailler sur des réseaux d'espaces de grande naturalité, mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas être indifférent à toute la matrice et à sa qualité. Et en cela, je pense que notre grande marge de travail, elle est encore sur le travail sur la qualité de la matrice. Alors, la fréquentation, est-ce que c'est un élément perturbant ? Bien sûr, c'est perturbant, la fréquentation pour la nature. En même temps, pour avoir géré des grands sites, être dans des parcs nationaux souvent très fréquentés, on s'aperçoit que c'est très relatif. C'est-à-dire que on a des tas de techniques pour gérer la fréquentation. À la Pointe du Raz, je me suis occupé de la restauration de la Pointe du Raz. Toute la partie basse, toute la partie sud de la Pointe du Raz a été très travaillée, mais volontairement, on a très peu aménagé la partie nord. Je dirais quand on avait 800 000 visiteurs en partie sud, on avait 10 000 visiteurs en partie nord. Donc on sait gérer la fréquentation. Je crois que ça, c'est souvent des éléments tactiques, des éléments de signalisation, de balisage, etc. Mais bien sûr que la fréquentation peut être un élément perturbant, mais encore une fois, relativisons-la. Ce qui paraît extrêmement important, c'est l'aspect de donner les clés d'accès au public par rapport à ces éléments de nature. Et ça, je pense que c'est un des éléments extrêmement forts aussi de la gestion de la perturbation. C'est comment on sait finalement investir
une culture de la naturalité, une culture du respect de la nature auprès de nos consemblables. Merci Emmanuel. Juste un petit point sur la stabilité peut-être. Est-ce que finalement ce mot qui était très important à l'époque, c'est-à-dire l'idée d'une nature qu'il fallait préserver dans son équilibre délicat d'une certaine manière, est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure des dynamiques naturelles, des cycles, est-ce que ça n'a pas un peu vieilli finalement cette pensée de stabilité fixiste, presque édénique? Oui. Mais lui-même critique totalement cette vision-là à son époque. Je voudrais d'abord lire l'ensemble de la formule qui finalement conclut son œuvre et sa vie pratiquement, hein, qui est une chose est juste, enfin c'est right, hein, elle est pertinente quoi. Hein, uniquement si elle sert à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté, une communauté dont font partie le sol, les eaux, la faune, mais aussi les hommes, de la bactérie du sol jusqu'à l'aigle dans le ciel. Voilà, donc pour donner vraiment un résumé de sa pensée, qui est concentrée aussi sur les dernières pages et sur les 25 dernières pages, hein, effectivement, qu'il faut lire si vous achetez, ce que je souhaite, effectivement, le bouquin d'Aldo Leopold, enfin le Comté des Sables. Je dirais qu'Aldo, c'est un copain, j'ai passé l'été avec lui avec plaisir. Je me retrouve assez bien dans sa trajectoire, hein, puisque amour de la nature, camionette forestier, puis scientifique. Et ce que j'admire, c'est qu'il ait réussi à très bien concilier tous ces trois aspects de sa vie. Mais il a mis la vie pour ça, en effet. Alors sur l'aspect stabilité, c'est à prendre vraiment dans un sens dynamique. Dynamique de sens de résilience, mot qui n'existait pas encore, qui est quand même ressorti, enfin du moins dans ce sens en écologie, qui est sorti en 73 avec Holling, mais lui c'est clair dans la description, il prend la peine après de faire d'expliquer l'écologie en 4 pages et d'une façon totalement révolutionnaire. Hein, le chapitre, alors c'est la pyramide de la Terre. La Terre, il faut comprendre, l'Inde, c'est le territoire, c'est quelque chose de plus large, ça contient l'homme, hein, comme on vient de le lire. Pourquoi la pyramide? Donc il commence par remettre explicitement en cause le paradigme de l'équilibre de la nature, qui venait pourtant à peine d'être formulé, et il parle de réseau trophique et finalement de circuit d'énergie. Donc c'est une pyramide complexe, le mot aussi est expressément dit, et où dit, ce qu'il dit, donc l'homme partage un niveau intermédiaire avec l'ours, le raton laveur et l'écureuil, qui mangent à la fois de la viande et des légumes. Donc nous voilà positionnés. Alors cette idée de complexité est tout à fait à la base de son argumentaire, finalement, pour réunir ces différentes facettes, pour conseiller aux gens de plus d'humilité, de modération dans les interventions. Alors j'ai noté que l'année 49, qui est celle de la parution de son bouquin posthume, c'est aussi celle du premier tome de La cybernétique, de Norman Wiener et compagnie. Donc c'est le début de la pensée systémique, pensée complexe, hein, qui s'est développée avec l'informatique, théorie du système général, etc. Et on arrive comme ça à Michel Serres, Edgar Morin, et constructivisme sociologique aussi, pas seulement donc strictement scientifique, Michel Calon, Latour, qui pousse cette vision systémique jusqu'à essayer de théoriser les interactions non seulement entre hommes, mais aussi entre hommes et nature, dans un même système. Donc, on a là bien l'idée d'un espèce de contrat qui ne soit pas seulement social, mais qui soit aussi social et naturel, ce qui est, au fond, la première idée qu'il expose dans la conclusion de son livre, dire il faut qu'on élargisse notre éthique, plus seulement homme-homme, mais homme-nature. Merci. Est-ce que la pensée finalement religieuse de Léopold a influencé cette vision à la fois d'une certaine manière stabilité mais non fixiste par rapport à une pensée à l'époque qui était quand même très très religieuse sur la nature pour l'homme? Oui, alors lui-même en fait n'était pas vraiment religieux. Il s'était largement départi de son héritage protestant, hein, donc déjà assez sensible à la distance par rapport au symbole, mais
il jugeait intéressant de ne pas avoir une rupture trop brutale. Il préfère avancer par élargissement. Donc ces références, puisque je citais le premier chapitre, donc c'est de comment est-ce qu'il dit ça, la séquence éthique. Donc il dit d'abord il y a tu ne tueras point en quelque sorte, quelle que soit la civilisation qu'il produit. Bon. Ensuite il y a la démocratie, donc plus que ça, tu considéreras ton voisin pour construire avec lui quelque chose d'agréable à vivre, mieux qu'une survie. Et puis il dit, troisième étape, maintenant, tu considéreras aussi le raton laveur. C'est pratiquement ça, le début de son propos. Puis après, il étaye finalement pendant le reste pour arriver à la formule finale. Donc voilà pour ces aspects-là. Donc lui, non, il n'aurait jamais voulu fonder une secte, encore que, il dit, il ne peut pas y avoir de changement d'éthique sans une modification profonde des mentalités sur le plan intellectuel, affectif, sur les engagements et les convictions. La preuve que la conservation, c'est le mot qui conservera toujours, si je peux dire, mais qui l'élargit aussi, n'a pas encore touché ces bases de nos comportements, c'est que ni la philosophie ni la religion n'en ont entendu parler. Donc on voit un peu derrière son projet, peut-être en écrivant le livre, d'écrire peut-être un 5e évangile ou un 3e testament qui permettrait cet élargissement de l'intérieur, en fait. Alors, pour une contre-citation que j'ai beaucoup aimée, moi, sur Dieu, justement sa pensée sur Dieu, il dit pour répondre aux scientifiques, il me semble néanmoins que le spectacle de Dieu a commencé des millions d'années avant qu'il n'y ait le moindre homme dans son public. Quel triste gâchis d'acteurs et de musique. Et pour répondre aux uns et aux autres, je dirais qu'il est tout simplement possible que Dieu lui-même aime entendre le chant des oiseaux ou observer l'éclosion des fleurs. Mais là encore, nous sommes confrontés aux limites du langage lorsqu'il s'agit de décrire la réalité. Donc il était quand même assez espiègle avec un certain dogme religieux de l'époque. Je ne sais pas si ça passerait sous Bush, ce genre de truc. Bien, merci. On y reviendra sur le culte d'Aldo. On y reviendra un petit peu. Donc on va passer à la troisième élément du triptyque de Léopold, donc l'aspect beauté, qui sort un petit peu de son côté ingénieur et rejoint plutôt le côté poète de Léopold. Et donc Raphaël Larère, comment on pourrait qualifier la place de cette dimension sensible dans la pensée de Léopold et comment il l'articule avec son côté ingénieur, son côté scientifique, et finalement, est-ce qu'il y a une doctrine de la beauté chez Léopold ? Oui, il y a une esthétique de la nature. D'ailleurs, il dit, juste avant la citation que tu as donnée, là, il explique très clairement qu'il faut savoir prendre position esthétiquement et éthiquement sur la nature. Alors, l'esthétique de Léopold a moins retenu l'attention que son éthique. En fait, la première est dispersée dans toute l'œuvre, plus illustrée d'ailleurs qu'argumentée, alors que la seconde, il l'a récapitulée, systématisée dans les derniers chapitres de l'almanach. Mais néanmoins, selon Bert Callicott, qui lui a consacré 2 articles, l'esthétique de Léopold est aussi novatrice que l'est son éthique. Alors pourquoi novatrice ? Et c'est que en Occident, dans la culture occidentale, l'esthétique de la nature s'est focalisée en fait sur l'expérience paysagère depuis la Renaissance. Et la nature, en fait, a été vue avec les yeux de l'art. Aussi, l'appréciation esthétique de la nature dépend-elle d'un genre pictural, en fait, qui est la peinture de paysage. Alors, ça s'est enrichi depuis quelque temps avec le cinéma, la BD, etc. Mais en même temps, c'est toujours des représentations picturales. Mais elle excède. Alors, Aldo Léopold ne néglige nullement la médiation de l'art. Mais elle excède chez lui l'expérience paysagère. Plus que la peinture, d'ailleurs, c'est la poésie, la musique, la chorégraphie qu'il mobilise pour initier à la beauté des scènes naturelles. Selon Callicott, l'originalité de Léopold est d'affirmer que l'on peut accéder à la beauté de la nature aussi bien par cette médiation de l'art que par le savoir.
Ça, c'est une idée nouvelle. Et moi, j'ajouterais, pour ma part, ce que ne dit pas Calicot, que par les arts de faire. Pour Aldo Leopold, les sciences naturelles développent des savoirs, voire apprennent à être attentifs aux moindres détails, aux bruits, aux odeurs, aux nuances de forme et de couleur. Quant à l'écologie, je cite là, elle a changé le regard que nous portons sur la nature. Un regard qui se déprend ainsi du pittoresque et du sublime, qui peut permettre de découvrir la beauté dans les scènes de la vie quotidienne qui animent le petit bois qu'il y a dans sa ferme dans le Wisconsin. Mais on peut aussi découvrir les charmes de la nature en y étant actif. C'est la promenade au petit matin, tour du domaine avec le chien et le fusil, une partie de pêche à la truite, la descente d'une rivière en canoë, une randonnée à cheval dans la wilderness. Et ce sont bien évidemment omniprésentes dans l'almanach d'un comté des sables, les chasses. Comme tous les savoirs naturalistes, ces pratiques apprennent à observer. Il faut mettre tous ses sens en éveil, interpréter le moindre bruissement de feuilles, le chant de tout oiseau, la moindre rupture dans le cours d'eau. Il y a donc 3 manières de découvrir, d'admirer et d'aimer la nature, la culture artistique, le savoir et les pratiques. Et pour Léopold, aucun moyen n'est plus noble que l'autre. Mais le mieux, ce qu'il appelle le goût raffiné des choses naturelles, est de les combiner, et de les combiner in situ. Car à la différence de l'expérience paysagère, cet héritage de la modernité, la beauté de la nature ne s'apprécie pas comme un spectacle vu de loin, on la découvre que lorsque l'on y est immergé. Léopold est ainsi attentif à une nature imprévisible, surprenante, éphémère, et il invite à découvrir et à apprécier les richesses modestes cachées au regard inattentif de la nature banale. Cependant, il faut reconnaître que Léopold admire le spectacle sublime de la wilderness, il multiplie les descriptions, et pour lui, la vie solitaire dans cette nature sauvage est l'expérience la plus accomplie d'une relation esthétique à la nature. Alors ça tient, à mon avis, à des traces de romantisme, que l'on repère dans toutes ses œuvres. D'abord, la nostalgie. Il aime imaginer ce qui a disparu, il aime évoquer ce qui pourrait bien disparaître et dont la perte lui fait connaître la valeur. À cette nostalgie se combine l'amour de la solitude, la crainte de la promiscuité et la valorisation de l'expérience unique. Il y a certaines citations, par exemple, c'est une règle de sagesse de ne jamais revenir sur un lieu sauvage. Revenir, ce n'est pas seulement gâcher un voyage, c'est ternir un souvenir, qui font penser à Baudelaire, aimer ce que jamais vous ne verrez 2 fois. Donc voilà. Mais Léopold n'est pas romantique quand même. C'est-à-dire qu'on ne le voit jamais projeter ses rêves sur la nature. Il nous invite à percevoir et à admirer le monde qui nous entoure, mais il ne nous invite jamais à pénétrer dans son monde intérieur. Alors ces traces de romantisme, c'est normal, elles sont dans la lignée de Henry David Thoreau, mais ce sont elles qui vont le conduire souvent, en fait, à abandonner, à se détourner de la nature banale, que par ailleurs, toute son esthétique visait justement à réhabiliter. Alors maintenant, je termine, le goût raffiné des choses naturelles, il n'est pas inné. Que l'on soit sensible, que l'on ait une culture artistique, que l'on ait des connaissances naturalistes ou un savoir-faire de chasseur, ne suffit pas. Il faut un apprentissage pour découvrir la beauté des choses naturelles. Et c'est pourquoi le goût raffiné des choses naturelles est une chose assez rare, assez peu fréquente. L'esthétique de Léopold est ouvertement, explicitement élitiste. Mais c'est d'un élitisme qui n'est pas socialement plombé. On ne l'acquiert pas par des diplômes, ni par la fortune. S'il est le fait d'une minorité, le goût raffiné des choses naturelles est accessible à tous, ou tout du moins à tous ceux qui apprennent à perdre leur temps, à oublier l'utilité, à oublier l'amour-propre, à apprécier la gratuité des choses et des gestes, et à mettre entre parenthèses juste le temps d'une échappée belle, la rationalité instrumentale. Léopold est donc bien élitiste, mais, comme le disait Vitesse, il est élitiste pour tous. Merci.
Eh bien, on va vous donner tout de suite la parole, à moins qu'il y ait une réaction. Moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup fait penser à Hénard, son approche quand il décrit la manière dont il est en interaction avec la nature, c'est-à-dire quelque chose de très concret, la chasse. Et puis à côté de ça, vraiment le côté totalement contemplatif. Oui, Emmanuel, peut-être un petit mot, avant de donner rapidement la parole, un quart d'heure à la salle. Cet apprentissage du contemplatif, je trouve intéressant. Je trouve aussi qu'on a un apprentissage de la transmission de ce vécu. Ça m'amuse parce que pour l'instant, pour les 50 ans du parc, on a dit on va faire un film, mais on ne va pas faire un film sur le bilan. On va faire un film sur la façon dont les gens appréhendent le territoire et on interroge un certain nombre de gens sur leur vécu intime avec le territoire. Et on s'aperçoit de la difficulté de les faire s'exprimer sur des choses qu'ils vivent, qu'ils apprécient, un petit matin, un ceci, un cela. Et je pense qu'ils ont un vécu de ça. Par contre, là, on a une difficulté de transmettre. Donc, je pense qu'il y a une question qui est une question d'apprentissage de ce vécu, mais il y a aussi un apprentissage de savoir le transmettre. Tout petit mot de Jean-Claude, parce que je ne vais pas trop prendre Pour la présentation, il est important que vous sachiez que, certes, il est américain, il est né aux États-Unis, mais il a, je pense, un lien avec l'Europe. Ses grands-parents sont allemands. Il a fait un voyage qui l'a beaucoup marqué en Allemagne, en Tchécoslovaquie à l'époque, enfin République tchèque on dirait maintenant, mais qui l'a marqué parce que c'est en 1935, Hitler est au pouvoir, donc vous pouvez imaginer pourquoi il a été marqué. Il a été marqué dans le paysage, mais aussi par l'endoctrinement des gens. Donc quelque chose qui fait horreur aux Américains, qui aiment la liberté. On voit jusqu'où elle les mène d'ailleurs. Et donc il a été marqué par la sylviculture. Il s'est d'ailleurs toujours positionné par rapport à la sylviculture européenne, que ce soit les positions anti-feu des forestiers européens, alors qu'il a appris finalement à admettre que le feu n'était pas forcément négatif dans les forêts dont il avait la gestion dans le sud-ouest américain. La chasse aussi, qui est trouvée totalement antidémocratique en Europe par rapport à la chasse telle qu'elle se pratique aux États-Unis, etc. Quand il prône la multifonctionnalité, quand il dit que toute petite zone est bonne à prendre pour la naturalité, il est quand même très européen. Merci. Donc on va prendre quelques questions, réactions, des précisions sur Léopold, ou des réactions ça vous inspire. Donc je crois qu'il y avait quelqu'un tout là-bas au fond. Je n'hésiterai pas à vous interrompre si c'est trop long. Ça sera court. Merci. Bruno Veillet, conservatoire d'espaces naturels de l'Isère. Vous avez parlé à plusieurs reprises du fait que Léopold était chasseur. Est-ce qu'il a porté un jugement critique, voire autocritique, sur cette activité au regard de sa perception de la nature ? Alors, qui veut répondre, Jean-Claude ? Oui, alors incontestablement. Son père, qui était fabricant de meubles et qui représentait sa petite société, s'est déplacé dans la fin du 19e siècle. Pour que vous le sachiez, il a traversé les États-Unis en train au moment où on assistait aux abattages massifs du bison. Il a vu des tas de bisons sur des kilomètres et des kilomètres dont on utilisait les carcasses pour faire de la colle ou des conneries de ce genre, si vous voyez ce que je veux dire. Il a été adulte quand le pigeon migrateur a disparu. Le pigeon migrateur aux États-Unis, c'était des vols qui couvraient le ciel au point que, en plein jour, il faisait nuit. Donc, Aldo Léopold, il a eu conscience très vite des méfaits de la chasse, tout en étant chasseur. Alors évidemment, on pourrait se dire, il a essayé de combattre de l'intérieur. Il l'a fait. Il a fait lui-même sa propre rédemption, puisqu'au départ, il est très anti-prédateur, les grands prédateurs, c'est-à-dire le puma, les grizzlies et le loup. Et il a fait sa rédemption. On pourra d'ailleurs revenir sur la flamme verte, parce que la flamme verte, derrière ça, il y a justement la perception tout d'un coup. Pourquoi s'opposer à la présence des superprédateurs ? Ils sont un élément majeur de l'écosystème. Mais donc c'est aussi intéressant de voir que c'est un homme, il est faillible, il a des défauts comme vous et moi, mais il a eu une progression permanente à force de se côtoyer entre l'intellect et le terrain. Parce qu'en fait, c'est ça sa grande force. Il était en permanence toujours entre les deux, le terrain et la réflexion. Le terrain et la réflexion. Alors, je pense que, par ailleurs, non seulement il était chasseur, mais ça devait être un très bon chasseur parce que il sait penser comme ses proies. Et ça, il le dit constamment. Qu'il pense comme ses proies. Il essaie de se dire, même quand il va pêcher, qu'aujourd'hui, avec le temps qu'il fait, si j'étais une truite, où c'est que j'irais ? Il va à un endroit, il pêche une truite, il est content.
Oui, et puis je crois vraiment, si vous regardez un petit peu ce qui le motive dans cette naturalité, le maintien de cette naturalité, c'est de préserver l'héritage intellectuel du pionnier. Et donc il est très attaché finalement à cette authenticité de l'Américain qui s'est battu contre la nature, qui a gagné, mais qui doit absolument être magnanime pour retrouver à tout moment ces forces vives qui irriguent finalement l'individualisme américain ou la volonté de combattre ou l'esprit de liberté. Il dit c'est possible que si à un moment donné on est confronté avec la racine finalement qui a construit ces valeurs et qu'on ne plus tourner à vide dans une société moderne. Il y a des propos, on n'a pas trop le temps, mais assez amusants, assez ironiques sur le chasseur du dimanche, en disant bon, bah, évidemment, il a sa petite Amazonie, on dirait aujourd'hui locale, mais enfin bon, c'est pas terrible quoi. Et je pense que la chasse fait partie de cette authenticité finalement du pionnier et de cette relation réelle avec la nature. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la Léopold? Oui, là-bas. Si Léopold avait un appareil photo, qu'est-ce qu'il en aurait fait? Raphaël, peut-être. À un moment donné, il est relativement hostile quand il parle des trophées. Il est hostile aux trophées, mais par contre, effectivement, il aurait pu utiliser la photo. Oui, il y a un moment. Il l'a utilisé. Oui, non, mais il l'utilise. Et même, il la promeut un peu en disant, bah voilà, c'est une manière d'obtenir un trophée qui au moins fait pas de mal à la nature. Et il encourage, tout en encourageant à aller plus loin, que tout ça, ça doit aller vers une évolution de mentalité. Oui, un petit mot pour répondre à cette question, c'est que en cherchant une belle photo pour la couverture du livre, j'ai parcouru les albums photos d'Aldo Léopold sur le site de la Fondation Aldo Léopold, donc je me suis tapé tout un tas de vieux arbres sur fond gris, soigneusement avec une petite Marie-Louise blanche autour, soigneusement gardés dans des albums jaunis en haute définition. Ça mettait longtemps à charger le JPEG sur mon ordinateur. Ça a pris des heures avant de trouver cette photo-là qui me semblait bien. Et donc en fait, il avait un usage de la photo pour le coup qui était avant tout, à mon avis, celui d'un prélèvement photographique, puisqu'il a passé sa vie, à ma connaissance, tous les jours quasiment à prendre des notes. Comment on appelle ça? Non, comment on dit? Phénologique, ouais. Sur l'état de la petite fleur en sortant de la cabane, effectivement le ciel, les arbres et tout ça. Donc il y a beaucoup de photos qui sont des carnets de notes visuelles. Merci. D'autres questions? Une là, une là, une là. Une question courte, à la fois facile et difficile. Quel est le fait marquant, enfin, qu'est-ce qui différencie le plus Sorrow d'Aldo Léopold? Ouf, c'est court, mais c'est long. Vas-y, Baptiste. Je vais peut-être dire un mot pendant que mes camarades se chauffent. Vous avez raison qu'à mon avis, il tient la comparaison. Pour mémoire, il y a 10 ans, mes camarades qui avaient fait des hippocagnes et des cagnes qui étaient censés être super cultivés ne connaissaient pas Thoreau. Il est en train de d'acquérir en France le rang qui est le sien. C'est un des fondateurs de la littérature américaine et qui pose des enjeux absolument fondamentaux au XXIe siècle. Tout ça pour dire qu'en France, des fois, on a des zones d'ombre. Je pense que Léopold fait partie aussi de ces bizarres méconnaissances, quoi. Donc Léopold, à mon avis, est effectivement au même niveau d'ambition. Le projet d'écriture qu'elle tient à la même niveau d'ambition civilisationnelle, je dirais. Il contemple un peu les siècles. Il y a une chose qui me frappe beaucoup en les comparant, c'est l'idée que l'histoire est en train de se faire sous nos yeux, qu'on n'est pas pris dans un présent trivial, vulgaire, où il n'est que question de... Même si on est envahi par le modèle techniciste et productiviste, l'histoire avec un grand H se fait comme elle se faisait chez les Romains et comme elle se faisait... Alors la référence de Thoreau, c'est les Romains et les Grecs, beaucoup. La référence de Léopold, c'est plutôt l'Ancien Testament, à ma connaissance. Il aime bien se nourrir de cette geste pré-chrétienne qui l'inspire dans l'ampleur de son propos. C'est-à-dire que voilà, il n'est pas seulement un habitant des années 30 américaines, c'est quelqu'un qui est un être humain sur la terre et donc aime bien savoir qu'est-ce qu'avaient dit les prophètes, qu'est-ce qu'a dit Abraham, qu'est-ce qu'il avait fait sur ce coup-là. Il a même fait un inventaire de toutes les fois où on parle de forêts et d'arbres dans l'Ancien Testament, un projet complètement fou. Et donc il le fait en souriant à moitié, mais quand même. Donc il y a cette même ampleur, cette même tranquillité et cette même ambition incroyable du propos, tout en étant d'une humilité aussi grande que son ambition. C'est étrange à décrire, mais c'est ça qui me vient comme point commun. Pour les différences, je vous laisse. En fait, alors il y a une première différence
qui est que d'une certaine façon, Henry David Thoreau est plus, je dirais politiquement plus engagé, plus subversif que ne l'était Léopold. Hein. Bon, il faut voir que Henry David Thoreau a rédigé un texte qui s'appelle en faveur de la désobéissance civile, hein, et qu'il a refusé de payer ses impôts parce que les États-Unis étaient un pays en guerre contre le Mexique, et en plus de ça qu'il tapait sur les Indiens, et que c'était un pays esclavagiste. Donc, alors il n'est pas resté très longtemps, hein, en tôle. Quelqu'un a payé pour lui pour qu'il sorte. Il est sorti très vite, mais en même temps, il a quand même pris le risque d'y rester quelque temps. Ce que n'aurait, à mon avis, pas fait Aldo Leopold, qui était un bon fonctionnaire au départ et qui au fond. Bon. Alors ça, c'est une première différence. Quoi ? Ce jeu, pardon, peut-être un peu idiot, hein, mais des différences et des ressemblances. Il y a une grande différence, c'est qu'on dit que Thoreau est mort vierge, alors que Léopold a été porté toute sa vie par une histoire d'amour tellement épanouie, mais complètement romanesque, une histoire de couple. Il avait passé sa vie avec la mère de ses enfants, mais dans quelque chose de, pour le coup, très romantique, et une très belle histoire. Je trouve qu'il se perçoit dans le degré d'accomplissement humain, moral, la tranquillité du bonhomme qui était, on sent, porté par ça. Donc voilà, un homme avec femme d'un côté, un homme sans femme de l'autre. Ça explique la prison peut-être. On va peut-être très vite pour qu'on puisse prendre les deux dernières questions. Pour pas les trop deux étaient naturalistes, mais Thoreau n'a jamais travaillé, on va dire, dans un métier qui le mettait en rapport avec la nature, comme Aldo Leopold. Sur le côté gentil fonctionnaire de Léopold, ça a peut-être duré le temps du service forestier. S'il a démissionné du service forestier, c'est pour reprendre sa liberté. C'était pas un pinchot. Il a été consultant individuel. Il a fait quelques métiers avant de partir vers l'université, mais il avait un ton de parole, il avait des doutes, il était extrêmement dubitatif sur la politique. Il s'est opposé à Roosevelt pendant le New Deal, qui envoyait des corps de chômeurs faire des travaux anti-écologiques partout. Donc il a dit des choses, il a pris des positions assez dures vis-à-vis du secrétaire d'État à l'intérieur qui pilotait les parcs nationaux dans les années 30. Il a dit de lui que c'était un Hitler sans armée. C'est quand même fort comme propos. Je vois mal un fonctionnaire aujourd'hui de l'ONF prendre des propos comme ça vis-à-vis de Manuel Valls, s'il avait été le pilote des parcs nationaux ou de je sais pas quoi, des forêts nationales. Donc c'est pas si gentil que ça. C'est quelqu'un qui dit à un moment donné ce qu'il pense. Et il dit il avait quand même quelque chose de très. Il a été parcouru de doutes, et il a aussi eu des moments difficiles, notamment la lutte contre les surdensités de cervidés dans le Wisconsin, après s'être battu pour protéger la grande faune. Des moments difficiles au moment où justement il se rendait compte que plus il enseignait à des jeunes, et plus ces jeunes, l'écologie, plus ces jeunes, il se rendait compte qu'ils allaient être comme lui. Lui se percevait comme quelqu'un de seul dans un monde en ruine. C'est quand même. Bien, très vite. Alors, on ne pourra pas prendre la question. Réservez-la. Il y a encore un petit temps de parole à la fin. Il y avait deux questions, une au fond là-bas et une à gauche. Moi, je voudrais demander aux intervenants, et en particulier aux forestiers, si eux aussi, aujourd'hui, se sentent prophètes. Alors là, je vais botter en touche. On va parler un petit peu de l'actualité de Léopold en deuxième partie, juste après cette intervention. Donc, on réserve la question pour après, finalement, aujourd'hui, en tant que forestier. Et là, il y en a un paquet de forestiers, donc on va passer du temps. Non, mais, donc on y viendra tout à l'heure pour pas trop mordre sur la partie Léopold d'aujourd'hui dans la vie de tous les jours des forestiers qui, notamment, sont à la table ronde. Mais je n'oublie pas la question. Non, mais je la rappellerai. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Je compte sur vous. Il y avait une question, je crois, tout à fait au fond, là-bas. Et puis, je crois qu'on terminera là pour cette première session, qu'on ne prenne pas trop de retard sur la deuxième partie du débat. Oui, mais je voulais savoir si Léopold avait été en contact avec les Amérindiens, s'il avait échangé avec eux, ou tout au moins s'était un peu renseigné sur leur conception de la nature et leur rapport avec elle. Donc, je crois que c'est page 492 de la bibliographie de... Très peu. Non, très peu. Très peu, mais il en a rencontré dans les forêts du sud-ouest américain. Au tout début de sa profession de forestier, il parcourait les forêts à cheval, donc il a eu son côté cow-boy. Mais déjà à ce moment-là, tout début du XXe siècle, son premier poste, il arrive au Nouveau-Mexique,
Les Amérindiens, c'est plus que l'ombre d'eux-mêmes. C'est des gens qui ont été parqués dans des réserves. C'est des gens qui sont déjà en état d'acculturation. Et ils voient les traces des occupations des Amérindiens dans le paysage. Il en parle un peu, mais pas comme Thoreau, par exemple. Forêt humaine, si vous lisez les Forêts humaines, là, il y a des Amérindiens partout. Il en a croisé, il en a vu, qui déjà aussi étaient, on va dire, en piteux état sur le plan social et culturel. Alors juste un petit mot, on recherchait, parce que dans le livre que vous avez lu hier soir, vous allez finir ce soir, il y a une petite citation, page 145, je savais bien qu'il en parlait quelque part. Voilà, sans remettre en cause du tout l'expertise de Jean-Claude, qui repose sur la biographie, juste une citation, page 145, qui ouvre le texte « Un protecteur de la nature au Mexique ». Léopold dit « Voilà longtemps que l'apache sauvage de notre sud-ouest américain a été enfermé dans des réserves. Mais de l'autre côté de la frontière, au Mexique, jusqu'à sa quasi-extinction récente, on lui a laissé la liberté de vagabonder à sa guise. Résultat, nos montagnes du sud-ouest sont aujourd'hui ravagées par l'érosion, alors que la Sierra Madre a préservé la stabilité originelle de ses sols et la beauté naturelle qui va avec. » Donc il était quand même conscient de 2-3 trucs. Et ça permet de dire, avant de faire une transition, l'extrême sensibilité de Léopold à l'érosion des sols. C'est vraiment une obsession pour lui. Le sol, c'est vraiment, il le vit comme la base absolue, et il est vraiment presque traumatisé en permanence par le surpâturage qui ravage complètement les sols. Donc voilà. Donc on passe tout de suite à la deuxième partie, c'est-à-dire Léopold aujourd'hui en France. En gros, est-ce que Léopold il est dépassé aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire il faut dépasser Léopold pour venir aujourd'hui voir ce qu'il nous a laissé ou ce qu'il pourrait nous laisser dans nos pratiques, et on rejoindra un petit peu l'intervention de tout à l'heure. Et donc pour ça, peut-être un premier point par Jean-Claude et Baptiste sur finalement qu'est-ce qu'on pourrait retenir de moderne dans la pensée de Léopold. De moderne et même de post-moderne, qui fait qu'il n'aurait jamais voulu être un gourou. On a évoqué le côté des sectes tout à l'heure, mais n'empêche qu'il a été quand même pris avec son seul livre, l'Almanach d'un comté des sables, par les fameux écologistes profonds américains, un peu comme leur père fondateur, quoi. Donc, si vous lisez le livre Deep Ecology de Bill Session et Georges Duval, vous verrez qu'il y a du Léopold quasiment à toutes les pages. Il se revendique de lui. Alors, en quoi les gens qui se disent de l'écologie profonde américaine sont intéressés à Léopold, et pourquoi ? Parce qu'il a développé 2 idées qui les intéressent fort. C'est la défense absolue, pratiquement, on pourrait dire, de la nature la plus sauvage possible, où que ce soit, où que ça puisse être. Donc c'est ça qui distingue quand même Léopold par rapport à des tas d'autres penseurs qui existent chez nous, de langue française ou autre, qui s'intéressent à la nature. Donc ça, c'était le moment fort. Et la deuxième, c'est la critique, parce qu'il a critiqué la société technicienne. Il a critiqué ce qu'il appelait la machinery en américain, donc la technologie. Il pensait que l'homme et la machine devaient s'adapter à l'environnement et pas l'inverse, sous peine de ne pas être durable. Plein d'autres gens l'ont dit depuis. Mais donc c'est ces 2 aspects que je verrai qui font que, en tout cas aux États-Unis, il a été pris un peu comme l'inspirateur. Alors, version européenne maintenant, pour ce que je connais moi de mes lectures, je dirais que les gens qui ont autant insisté que Aldo Léopold sur la nécessité, même à côté d'une civilisation très développée, d'avoir de la nature sauvage, c'est Robert Hénard. Rendons hommage à celui qui a inspiré le dernier colloque naturalité il y a 5 ans, toujours et encore. Et quelqu'un que vous connaissez peut-être moins, que nous on connaît mieux en Alsace, c'est Henri Ulrich, un petit Hénard alsacien, humaniste, médecin de formation, mais très cultivé en beaucoup de domaines et grand naturaliste, et qui était un peu comme Hénard et qui s'inspirait, il aurait peut-être d'ailleurs pu rencontrer effectivement Léopold, parce que lui il a eu la chance de vivre au-delà des années 50, qui croyait effectivement à la coexistence possible quand même entre une société développée, mais à condition, comme le disait très bien Hénard, que la technique serve à épargner la nature et non pas à la bousiller. Et sinon, on trouve des critiques de la civilisation technicienne chez Jacques Ellul, lisez La Société technicienne, ou Bernard Charbonneau. L'industrialisation qui tue, on va dire, une grosse partie de la nature, ça, on retrouve certains accents.
Oui, alors la question de savoir si Léopold est dépassé, peut-être que ça peut avoir un sens du point de vue forestier, technique, que là que je mesure absolument pas, étant moi de formation philosophie. Du point de vue philosophique, se demander si Léopold est dépassé, ça me fait ou un petit peu rire, ou alors ça me donne un peu envie de mordre, dans le sens où oui, il est à peu près autant dépassé que le fondateur de la philosophie la plus moderne et la plus contemporaine qu'on puisse avoir. Donc et puis c'est un classique dans le sens où Socrate est-il dépassé ? Ben écoutez, je sais pas moi, voilà, c'est compliqué quoi. Dépassé, je pense qu'on est surtout nous vachement dépassés par Léopold, ça c'est sûr. Mais maintenant, poser cette question-là, j'ai pas trop envie d'y répondre, je crois. Je trouvais qu'il y avait une phrase qui était jolie parce que elle résumait de la façon la plus claire dans son style, toujours hyper abordable, très simple. Il fait pas de chichi, et je trouve qu'il dit le cœur de son propos est formulé très clairement à la page 152. C'est très joli, je trouve. Il dit ça doit être les années, ça c'est milieu des années 30, je pense. La conscience écologique. Il dit l'écologie est la science des communautés et la conscience écologique, donc c'est la conscience qui accompagne cette écologie. La conscience écologique est donc l'éthique de la vie en communauté. Alors ça paraît un peu bizarre, l'éthique de la vie en communauté, toute éthique est une éthique de la vie en communauté, sauf que la révélation majeure qu'apporte cette nouvelle science qu'est l'écologie, c'est que la communauté ne s'arrête pas à la communauté d'êtres humains, mais que cette communauté d'êtres humains, effectivement, s'inscrit dans un étage de la pyramide biotique, et que donc la communauté est plus grande que ce qu'on croyait, grande révélation, que c'est du sérieux, c'est de la science, c'est même de la science d'avant-garde à l'époque, et c'est là que je trouve qu'on peut défendre, on a eu de longues discussions avec Jean-Claude là-dessus, c'est là qu'on peut défendre le côté prophète de Léopold, sans forcément dire que c'est un gourou, mais juste au sens où une prophétie, c'est quelque chose qui anticipe un peu les temps à venir, et je pense qu'en tant que prophète, il est à peu près aussi dépassé que Abraham, ou je sais pas, des gens comme ça, quoi, dans le sens où voilà, c'est juste des vérités énormes, et là, la vérité énorme, c'est que nous faisons partie d'une communauté qui n'est pas seulement la société humaine, et qu'à ce titre, nous devons avoir des règles éthiques, avec la communauté naturelle. Voilà. Juste, je vais donner la parole. Je reprends cette formule dans les dernières pages de l'almanach, sous la forme, finalement, l'éthique, ça serait une sorte d'instinct communautaire en fabrication constante, où on met de l'intelligence. Donc c'est assez subtil. D'accord. Et puis alors, pour le côté prophète, moi j'avais bien aimé, puisque dans les citations, alors, que j'aimais beaucoup, parce que quand on voit l'Amérique aujourd'hui, c'est très intéressant à cette époque. Si nous sommes incapables de contrôler l'élan irrésistible qui nous a conduits à notre prospérité actuelle, c'est qu'il y a dans cet esprit américain dont nous sommes si fiers une impuissance qui augure un profond malaise dans le futur. C'est quand même beau, quand même, hein. C'est pas rien. Donc, pour parler un petit peu de l'héritage et de ce qu'on pourrait en faire aujourd'hui dans les politiques de nature, pour redescendre sur le plancher des vaches, on a d'abord pensé qu'il y avait quelque chose dans le d'abord ne pas détruire, c'est-à-dire une espèce de sobriété obligatoire à maintenir cette intégrité. Donc on est un petit peu en résonance avec la première partie, intégrité. La deuxième partie, c'est obéir à la nature, c'est-à-dire qu'au-delà de cette intégrité, la nature est intelligente et donc il faut avoir cette humilité de lui obéir et non pas d'essayer de la contraindre. Et puis le troisième aspect, c'est gérer avec la nature, c'est-à-dire non seulement lui obéir, mais l'accompagner et s'en inspirer en permanence. Donc je vais demander à trois intervenants de développer un petit peu ces aspects-là. D'abord Christophe sur d'abord ne pas détruire, donc quelle stratégie pour respecter la nature au minimum dans les politiques air protégé, les politiques d'aménagement, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à trame verte et bleue par Léopold, c'est quoi voilà, des choses très concrètes. Donc d'abord ne pas détruire. Hein. Bon, juste quelques citations aussi au passage. La première chose à faire quand on bricole une horloge, c'est de conserver les pièces. Ça, vous l'avez quelque part dans... Ensuite, bon, évidemment, c'est la règle d'or de la fin de l'almanach, hein, avec la trilogie intégrité, stabilité, beauté. Il parle bien de préserver ces trois caractères. Donc, conserver non seulement une intégrité, mais des mécanismes, ça, c'est sa première conseil, et c'est son expérience de gestionnaire. Avec ce troisième terme de beauté qui finalement fait appel à l'intuition, quelque part, et qui réhabilite, ma foi, le coup de main du spécialiste, de l'opérateur lui-même, finalement,
comme permettant de réconcilier peut-être des caractères pas toujours, un peu contradictoires. D'ailleurs, vous le verrez pour ceux qui feront le martelage demain, produire mieux et conserver plus, c'est pas toujours évident. Le critère esthétique peut permettre de départager. Ça me fait penser d'ailleurs comme trilogie à la limite à liberté, égalité, fraternité. De l'humanisme, n'est-ce pas? Liberté, égalité, c'est pas toujours très conciliable. Il n'y a qu'à voir les relations droite-gauche. Et finalement, fraternité républicaine doit permettre théoriquement d'avancer quand même. Donc, alors très très concrètement, c'est sûr qu'on est amené. Finalement, je parle du martelage qu'on fera demain. On continue à exploiter du bois, c'est le principe. Donc, en ça. Le principe d'Aldo, qu'on pourrait peut-être appeler principe de naturalité finalement, n'empêche pas d'agir. C'est au contraire un principe d'action. C'est ce qu'il y a d'assez intéressant à noter, de même que le fameux principe de précaution, qui est un principe d'action mesurée, en faisant attention à ce qu'on fait. Et là, par rapport à d'autres concepts comme simplement biodiversité, quelle biodiversité, vers où, vers l'arrière, vers l'avant, là, on a un principe pour suivre son action. Est-ce que finalement, on va plutôt dans un certain sens que dans un autre? Et là, je pense que c'est éminemment pratique. C'est donc pas de la simple haute philosophie. C'est vraiment toi, quand tu es devant tes armes, vérifie que tu n'es pas en train d'enlever une essence qui n'y serait plus derrière, que tu mets en difficulté. Et puis finalement, le coup d'œil permettra de conclure, quoi. Donc c'est un petit peu cet aspect-là que je voudrais souligner. Donc à partir de ça, il faut, à partir d'une règle qui peut être simple au départ, c'est soigner l'exception en quelque sorte. C'est ça qu'on doit réussir à apprendre. Donc c'est du lâcher prise, bien entendu. Ne plus vouloir faire propre. Alors très bonne transition sur le deuxième aspect qui est obéir à la nature. Et là, justement, ce lâcher-prise est au cœur de la pensée un petit peu de Léopold, c'est-à-dire la sobriété du geste. Moi, il me fait beaucoup penser aussi à des gens comme Pierre Rabhi aujourd'hui qui dit, il faut vraiment contempler l'agriculture et puis finalement, on fait le geste minimum qui permet à la nature de faire le reste, quoi. Et donc, moi, je vais demander un petit peu à Raphaël comment se lâcher prise dans une culture qui est si interventionniste, dans une psychologie si interventionniste chez nous, avec des forestiers qui sont malades de la non-gestion, avec comment on pourrait insuffler ce Léopold dans les têtes ou dans les actes pour avoir cette sobriété du geste, cette sobriété de l'action. Moi, j'ai pas envie d'insuffler quoi que ce soit dans les têtes. Je pense que les forestiers eux-mêmes peuvent très bien acquérir une attitude réflexive, plus réflexive qu'ils ne l'ont déjà, éventuellement sur leur propre pratique. C'est à partir de cette attitude réflexive qu'ils pourront découvrir Léopold et en tirer la substantifique moelle pour ce qui les concerne. Non, alors de façon plus générale, pourquoi lâcher prise, hein, c'est la question se pose. Pourquoi on lâcherait prise? Mais lâcher prise, c'est pas forcément obéir à la nature. C'est se dire, la nature, elle va faire quelque chose. Et en fait, de même que Spinoza disait « nul ne sait ce que peut un corps », moi je dirais « nul ne sait ce que peut la nature », vraiment. C'est-à-dire que si on abandonne un territoire, enfin abandonner, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? On ne sait pas très bien. Et justement, ça sera des surprises, ça sera intéressant. C'est un objet de recherche scientifique absolument passionnant, ou tout du moins qui pourrait être passionnant avec un système de recherche où on ne soit pas obligé de déposer un programme tous les 3 ans pour ne pas crever. Donc, donc moi je pense que
c'est quelque chose d'important, mais il faut effectivement l'argumenter. Alors moi je dirais, en gros, il y a plusieurs façons de faire avec la nature, et ces façons de faire, elles impliquent des manières d'être différentes. Alors on peut œuvrer contre la nature, ça s'est fait largement, pour s'en protéger, pour faire la guerre à toutes les bestioles et aux champignons qui ravagent les récoltes, pour faire la guerre aux invasives aussi, quand on est protecteur de la nature. Donc on peut œuvrer contre la nature. On peut fabriquer, on peut faire. Généralement, quand on fabrique quelque chose, on le fait sans se soucier de la nature, sans se soucier de l'environnement naturel dans lequel on va l'introduire, en s'entourant d'objets techniques, en construisant des réseaux, en épuisant des ressources, en construisant des bâtiments, etc. Là, on fabrique. Et ça, c'est des façons de faire qui sont totalement en accord avec nos sociétés modernes et technocratiques. On peut aussi œuvrer avec la nature, c'est-à-dire utiliser à son profit des processus naturels, c'est-à-dire inventer des techniques qui font de la nature un partenaire. Et je pense que, par exemple, justement, les efforts sur l'agroécologie qui se développent actuellement sont une façon d'essayer de prendre la nature comme un partenaire dans la production de denrées qui sont utiles aux hommes. Ce peut être aussi, dans certains cas, bon, je sais que là, nous ne serons pas tout à fait d'accord, la restauration écologique, quand effectivement il y a des milieux qui sont à ce point dégradés que laisser faire, ça laisserait des espèces de bouges polluées. Bon, voilà. Donc, on peut inventer des façons de faire, des façons d'être avec la nature qui permettraient de faire avec. Pas de faire sans se soucier, pas de faire contre, mais de faire avec. Alors, ce que revendique Léopold, c'est effectivement de faire avec, d'une certaine façon. Mais ce qu'il revendique aussi, c'est qu'il y ait des espaces suffisants où l'homme lâche prise. Où là, c'est pas qu'il fasse avec, il ne fait rien. Alors, il ne fait rien sinon passer et traîner dans les bois. Je dis traîner dans les bois, c'est-à-dire pas faire de la randonnée en disant j'ai fait 1000 mètres de dénivelé en plus dans ma semaine que la semaine d'avant. Non, traîner dans les bois, ne rien faire. Or, c'est là la difficulté, je pense. C'est, contrairement à ce qu'on aurait pensé, ne rien faire, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile, c'est pas donné à tout le monde. Ça aussi, je dirais que c'est élitiste, ça demande un apprentissage. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à ne rien faire, à apprendre à ne rien faire. Ça a pris du temps. Et surtout, alors moi, je connais plein de gens qui fichent pas grand-chose de leur. J'étais dans la recherche, donc je peux vous dire j'avais un certain nombre de collègues. Je me demandais ce qu'ils branlaient, mais en fait, mais justement, et ils dépensaient une énergie énorme pour faire croire qu'ils travaillaient. Et alors, moi, je me suis dit, c'est là que j'ai compris ce qu'il fallait faire, que pour bien paresser, il faut apprendre à ne rien faire sans le moindre effort. Et ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Je suis complètement d'accord, c'est extrêmement compliqué de se désintoxiquer. Alors, pour aller un petit peu plus loin sur la pensée de Léopold, moi j'avais quand même une question qui me venait, c'était sur les territoires. Finalement, on sait qu'un acteur, il est d'autant plus efficace qu'il laisse sa marque, qu'il a fait une route, qu'il a construit, qu'il a bâti, comment faire finalement pour avoir une grille de valeurs qui serait de dire cet élu était formidable. Il a strictement rien fait. C'est absolument exceptionnel. On a un élu qui a rien construit, pas une salle des fêtes, pas une rocade, pas un rond-point, rien. C'est génial. Qu'est-ce qu'il est fort. Moi, je rêve un peu de ça, mais bon, c'est pas gagné. Donc pour le troisième élément, donc gérer avec la nature. Je vais demander à Emmanuel, donc qui a beaucoup géré
et qui a digéré ce qu'il avait géré. Donc de nous parler un petit peu de la manière d'appréhender ce concept de gérer avec la nature, et aussi quelque chose qui est intéressant dans Léopold, qui ne choisit pas finalement, est-ce que c'est une technique, c'est-à-dire il y a un manuel, un protocole de gestion avec la nature, est-ce que c'est plutôt de l'artisanat avec une espèce d'intuition, d'expérience, est-ce que c'est un art, où là c'est presque de l'irrationnel, ou même peut-être une philosophie qui tombe de manière un peu immanente après avoir rien fait, on sait ce qu'il faut faire, quoi. Moi j'aime bien cette notion de faire des choses qui ne se voient pas, parce que quand je travaillais avec des paysagistes sur les grands sites, je leur disais, mais vous aurez vraiment réussi si ça ne se voit pas, hein, si on a l'impression que c'est difficile à inaugurer. Voilà. Et ça, c'est le plus difficile quand on veut convaincre des élus. Évidemment, c'est que ça ne s'inaugure pas. Voilà. Donc, c'est un élément important. Deuxième point, je veux dire, qui est important pour les gestionnaires, c'est de ne pas avoir honte de dire qu'ils ont conservé l'intégrité. Moi, quand Bercy nous dit Parc national de la Vanoise, qu'est-ce que vous avez fait en 50 ans ? Ben, je leur dis, vous avez 25 stations autour du Parc national de la Vanoise, vous avez un espace qui a conservé complètement son intégrité. Et ça, c'est une énergie de tous les jours. De tous les jours. C'est une énergie de tous les jours, de gérer les détails en la matière. Et donc, le premier rôle, je veux dire, souvent des gestionnaires d'espaces naturels, c'est d'arriver à conserver cette intégrité, et c'est pas facile. Un autre élément, je veux dire, c'est cette capacité qu'on peut avoir, en effet, dans la dimension technique et tactique. Hein, je m'étais occupé de... On a broyé tout l'enrochement qui avait été fait sur le sillon de Talbert, qui est un magnifique cordon de galets de 4 km de long. Voilà. Il a fallu faire comprendre que les mécanismes finalement marins étaient plus forts que ce que l'on voulait faire par enrochement. Hein. On avait enroché, puis le cordon s'était déplacé de 10 mètres, tout simplement. Voilà, donc on a broyé l'enrochement. Et ça, je pense que cette dimension technique, la dimension tactique, j'en parlais tout à l'heure aussi, de la gestion de la fréquentation ou d'autres, c'est des choses sur lesquelles on a à apporter en tant que gestionnaire. Un autre point qui me paraît important, ce sont les problématiques de maîtrise foncière. Moi, je crois malheureusement que la naturalité profonde, elle est assez indissociable de la maîtrise foncière. Que ce soit une maîtrise par l'acquisition, hein, par le conservatoire du littoral, que ce soit le domanial pour l'ONF, que ce soit les conservatoires par les actions qu'ils font, là on a encore de la marge. On a encore de la marge dans les systèmes anglo-saxons. On peut créer des servitudes de protection sans avoir, comme chez nous, un fonds servant, un fonds nominant, etc. C'est-à-dire, on peut acheter, finalement, du ne rien faire sur un territoire. Ce qui est très difficile dans notre système, et très difficile d'ailleurs, c'est même pas possible sur tout ce qui concerne la végétation, les arbres, etc. On ne peut pas mettre de servitude sur cet aspect-là. Donc, le foncier et l'évolution d'un certain nombre de mécanismes en matière foncière est certainement important. Une autre chose qui me paraît essentielle dans le rôle des gestionnaires, c'est de créer des références. Voilà. Quand on parle de naturalité avec quelqu'un, tout le monde a une vision différente. Hein, et on n'arrive pas à s'entendre sur ce que l'on veut faire. Quand on s'est occupé encore une fois, de la restauration de la Pointe du Raz, les gens n'étaient pas d'accord. Ils ne savaient pas ce que voulait dire l'autre lorsqu'il entendait restaurer le site. Hein, et à quel niveau, finalement, on voulait placer l'aménagement. Le fait d'emmener les gens, quelque part, aller voir des choses, ça crée des références. Et à ce moment-là, on va tellement plus vite dans la négociation. Hein, et je crois que cette notion de création de références, finalement, aussi, sur notre thématique qui est celle de naturalité, elle est essentielle. Parce que, encore une fois, nos cultures sont différentes. Voilà, le martéloscope, c'est un moyen de créer une référence. C'est un moyen de discuter sur des références. Et puis, je le disais tout à l'heure, je veux dire, au-delà des espaces protégés, je veux dire, la question de la matrice, elle est fondamentale. Donc ça veut dire qu'il va falloir que l'on travaille sur des ambassadeurs de la naturalité,
de tous les jours, hein, et c'est des gradients. Et ça veut dire qu'on a un rôle, et c'est toutes les mesures agroenvironnementales, etc. C'est un rôle avec de sensibilisation de tous les professionnels en la matière. Voilà. Enfin, il y a la responsabilité de chacun. Et je crois que, encore une fois, là, les espaces peuvent avoir un rôle important en matière de médiation de la nature par le sensible. Hein, quand je parle à un gestionnaire de domaine skiable, c'est pas de lui dire on va protéger les petites fleurs, le chamois, etc. Là, ce qui déclenche quelque chose chez lui, c'est de dire on va protéger des espaces d'aventure, des espaces de contemplation. Là, il comprend, il me dit ah oui, tiens, oui, ça, j'en aurais besoin par rapport à mon marketing. Voilà. Donc, je pense que cette dimension, qui est une dimension encore une fois tactique, elle est importante, mais elle a sa dimension finalement en matière d'éducation, en matière de capacité d'offrir d'autres moments, d'autres lieux dans lesquels on peut aborder la nature, des lieux très peu artificialisés. Voilà. Encore une fois, quand on n'a pas de sentier dans un endroit, on n'empêche pas les gens d'y aller. Il y a très peu de gens qui y vont, mais ceux qui y vont ont un autre contact à la nature. Enfin, je le disais tout à l'heure, il y a cet aspect d'apprentissage de la transmission. Finalement, on est peut-être parfois trop... on a du mal à exprimer un certain nombre de sensations, et je pense que dans le plus profond de nous, quand on est confronté à quelque chose, il y a de la sensation de sauvage, d'incertitude, et voilà. Et je crois que de beauté, je crois que ça, il faut qu'on apprenne aussi à le transmettre. Merci Emmanuel. Voilà, donc on va conclure ce très très bref panorama de Léopold par un quart d'heure de questions, comme promis. Donc je n'oublie pas la question sur que font les forestiers de Léopold. Et il y avait une deuxième question devant tout à l'heure que j'avais promis de prendre, et puis on va peut-être faire un tour pour voir un petit peu. C'était pas ça la question, hein. C'était prophète, si, Non, c'était le rôle prophète. Est-ce que les forestiers qui sont là sont des prophètes. se sentent eux-mêmes prophètes au-delà de Léopold? D'accord. On y revient, donc on commencera par ça. Il y a une question ici, on va en prendre plusieurs peut-être pour faciliter la réponse et en prendre un maximum. Oui, je pense qu'il faut rattacher l'œuvre de Léopold à celle de Thoreau, bien sûr, mais aussi à celle de notre contemporain et regretté Robert Hénard, comme l'a fait Jean-Claude, parce que on peut s'appuyer sur leurs œuvres pour sortir enfin de cette culture judéo-chrétienne dans laquelle nous stagnons. Et c'était le sens aussi de Robert Hénard. À travers la beauté de la nature, il montrait comment nous devons... Il assignait au genre humain, et ça c'est très important pour le XXIe siècle et les siècles à venir, il assignait au genre humain de sortir de cette culture anthropocentrique judéo-chrétienne. C'est ça notre grand obstacle dans la conscience écologique, c'est que nous restons les héritiers d'une culture judéo-chrétienne qui est anti-nature. C'est une civilisation anti-nature, comme le disait Terrasson. Et tant qu'on n'aura pas fait ce pas de sortir de la culture judéo-chrétienne, on ne pourra pas prendre en compte toutes les valeurs de beauté de la nature. C'est un point essentiel que j'ai développé dans une affiche, et je crois que on bute sur cette... On bute sur ce point, et les questions, nos croyances qui sont à l'origine de nos comportements, c'est essentiel, et je crains que beaucoup de forestiers s'empêtrent dans des questions, ou de naturalistes aussi, s'empêtrent dans des questions techniques, juridiques, politiques, institutionnelles, etc., sans voir les changements de mentalité qui sont à mon avis déterminantes. Merci. Donc une troisième question, puis on va peut-être ici, là, au premier rang, et puis on va commencer à répondre. Les deux questions sont d'ailleurs assez liées, hein, sur le côté prophète et puis le côté sortir d'une certaine philosophie
où on tourne en rond, dans laquelle on tourne en rond. Ouais, oui. Moi, je pense que c'est aussi en rapport avec ces questions-là. Donc, tout à l'heure, Monsieur Lanaspès disait que les étudiants en philosophie, ou du moins les cagneux, n'avaient jamais entendu parler. Alors, je ne sais plus si c'était de Léopold ou Thoreau, je ne sais plus. Et moi, j'ai envie de dire, et les étudiants forestiers, parce que, à ma connaissance, je ne crois pas. Alors, je suis contente de voir qu'il y a pas mal de jeunes lycéens et étudiants ici, mais à mon avis, c'est une question aussi, quoi. Est-ce qu'il y a déjà eu des interventions sur les penseurs forestiers auprès d'étudiants? Je ne crois pas, à ma connaissance. Et comment ça pourrait se faire, quoi. On va répondre aux 3 questions un petit peu qui tournent sur cet aspect philosophique. Vous dire quand même qu'un absent de marque que vous connaissez, qui est Christian Barthaud, qui est un forestier quand même assez reconnu, a beaucoup travaillé sur cette pensée. Donc il a d'ailleurs écrit sur Léopold. Donc je pense que quand même on n'est pas dans la caricature, c'est-à-dire qu'on n'a pas un technicisme absolu, mais c'est vrai qu'on est quand même enfermé. Alors je ne sais pas, dans vos pratiques diverses, est-ce que vous êtes prophète? Est-ce que vous enseignez Léopold à vos agents? Voilà. Bon, d'abord, on a accepté de participer à cette table ronde alors qu'on ne connaissait pas Léopold il y a 1 an. Et effectivement, je crois que ça nous a suffisamment inspiré pour qu'on ne renonce pas au dernier moment. Je pense qu'on a été aussi un petit peu sélectionné sur cette table parce qu'on a eu l'occasion de porter cette parole quand même, mais de façon variable. Alors, je voudrais, donc, ça nous ramène à l'aspect prophétique qui nous a été donné, proposé. C'est une des façons, effectivement, de porter la bonne parole, pour revenir dans le domaine un peu religieux. Effectivement, le prophète, c'est celui qui ose dire devant le peuple une vérité profonde, émergente, mais qui ne va pas dans le mainstream. C'est ça vraiment le prophète. Alors, évidemment, il est souvent précurseur, et indéniablement, Aldo Léopold l'a été. Nous, on peut être, dans la trilogie classique judéo-chrétienne, prêtre, prophète et roi. On peut aussi être prêtre de cette parole et la relire, ce qui est un peu le lot de toute religion, de faire une relecture d'un certain texte et puis d'y trouver la profondeur, de l'actualiser, de la partager. C'est son intérêt. Et puis roi, on est pour certains dans les rouages et on a une possibilité d'infléchir, et je pense qu'on est un certain nombre dans cette situation, dans cette salle. Voilà. C'est Emmanuel? Prophète, non. Évangéliste, sûrement. On évangélise en permanence. Simplement, moi, je ne voudrais pas oublier qu'on a des sachants aussi dans tous les gens qui peuplent les territoires ruraux. Et que notre rôle, il est aussi d'aller chercher ces savoirs qui sont aussi des savoirs d'harmonie avec la nature, de gestion d'espace en harmonie avec la nature. Donc, je pense que là encore, ayons un peu d'humilité. Je veux dire, bien sûr, ayons de l'humilité par rapport à la nature, parce qu'on apprend énormément en utilisant les phénomènes naturels, mais humilité aussi parce que, je veux dire, il y a des sachants, il y a des gens qui encore une fois, ne sont pas sur le devant de la scène, mais qui nous offrent un certain nombre d'outils. Oui, moi, je voulais réagir sur le côté prophète, parce que je suis forestier aussi, je suis désolé, il y en a plein. Et j'ai été très heureux. Moi, il y a quelques... Par contre, moi, je connaissais Léopold. J'avais lu ça quand j'étais étudiant radical. Et voilà, c'était le bon temps. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a une bande dessinée formidable qui est sortie sur Thoreau, qui est absolument... Alors, si vous voulez découvrir vraiment par le sensible, pour le coup, par l'image, et c'est totalement accessible. Et c'est sa pensée, c'est fort, c'est puissant. Et je trouve que c'est bien, quoi, de parler philosophie par la bande dessinée, par exemple. Je trouve que c'est très bien. Et s'intéresser à ce type de sujet par la bande dessinée, ça montre que c'est pas si ringard que ça. Et donc, quand on parle de prophétie, souvent on se réfère à des choses multiséculaires, on dépoussière avec des trucs, avec des fermoirs, des vieux trucs en cuir. Moi, ce qui me paraît vraiment hyper moderne dans cette pensée, c'est le doute, finalement. Le doute de l'humilité, c'est dans toute son œuvre, il explique que chaque fois qu'on a fait,
en étant sûr de nous, finalement, on a conduit à des catastrophes. Aux États-Unis, les routes, ils parlent des routes qu'on fait un petit peu à vide, en disant le programme, c'est de faire des routes partout. Ça me rappelle le programme de desserte forestière. À un moment donné, on disait, on va irriguer toute la France. Alors on voyait les routes qui avançaient jusque dans le fond des vallées, sans se poser la question, y a-t-il besoin de routes, est-ce utile? Et je pense que ce doute et cette humilité, c'est peut-être moi ce que je retiens le plus en termes de prophétie, si on reprend le terme, mais plutôt en termes de message de Léopold. C'est-à-dire qu'il doute en permanence en disant on va faire au mieux, sensiblement, techniquement, mais à tout moment, je sais que je fais peut-être mal. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est perdu, c'est cette capacité à douter et cette capacité à accepter de douter. C'est-à-dire qu'on attend des experts, qui sachent tout, on attend du politique qui mène comme un guide, et je pense que retrouver cet esprit du doute, cet esprit du penser ensemble, et je rejoins les savoirs locaux, les savoirs un petit peu vernaculaires, cette capacité à dire, moi j'ai une idée, mais finalement confrontons au réel, confrontons aux autres, et essayons de penser ensemble une autre intelligence. Et cette intelligence collective, je pense que même si elle ne transparaît pas complètement dans la pensée de Léopold, il y a cette idée d'humilité, de je ne sais pas finalement. Je ne sais pas et je dois rester humble, parce que la nature c'est trop complexe, et je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur la prophétie, le sortir du judéo-chrétien ou... Encore un petit mot de Christophe. Sur le judéo-chrétien, bien sûr. Et il nous reste quelques minutes pour prendre... On se fait enfumer là-dessus. En fait, c'est hellénistico-judéo-chrétien. C'est l'humanisme qui est en cause. Là. L'humanisme, intégriste. Et c'est pour ça que Luc Ferry ne peut pas lire Aldo Leopold et en fait le symbole de la deep ecology, bien à tort. Parce alors que la démarche d'Aldo Leopold, qui a pris ses distances, c'est de dire mais il y a qu'un petit pas à faire. On peut le faire dans la continuité et pas simplement dans la rupture. Et donc effectivement, mais ça justifie les différentes attitudes possibles. C'était pas un révolutionnaire, mais Thoreau l'était, mais les deux sont utiles. En gros, on peut travailler par la subversion de l'intérieur ou par la conversion de l'extérieur. Les deux voies sont possibles. D'autres réactions? Jean-Claude, tu ne vas pas nous laisser sans quelque chose de sans très la parole. intéressant qu'a dit Christophe à un moment donné. Je ne sais pas si vous avez tous entendu. Il a parlé du martelage. C'est le martéloscope, je pense, vous faites demain. C'est ça. Il a dit, oui, parce que ce qu'on cherche, c'est produire mieux tout en préservant plus la biodiversité. Et c'est un acte de rébellion qu'il vient de faire. Donc, puisque je te rappelle que depuis le Grenelle de l'environnement, le slogan schizophrénique et stupide, c'est produire plus tout en préservant mieux la biodiversité. Donc, je relève quand même qu'il y a des forestiers scientifiques qui ont bien intégré que c'était ça le bon slogan. Oui, mais d'ailleurs, on l'a effectivement... Je vais être obligé de vous arrêter pour prendre quand même une deuxième série de questions très brèves, puisqu'on doit arrêter. Là, je vais me faire gronder. On a encore 1 minute, donc on ne va pas le faire, mais on va prendre 5. Deuxième petite série de questions, tout au fond là-bas, vous avez le micro. Bonjour, Nathalie de Iparaguirre du Conseil général de l'Isère. C'est plus un témoignage qu'une question par rapport à ce qu'a dit Monsieur Michaud concernant la maîtrise foncière comme outil pour pérenniser la préservation des espaces naturels. Donc je voulais dire que c'est effectivement un outil important, mais ce n'est pas la panacée, puisque même quand les départements acquièrent des espaces naturels pour les préserver, notamment des espaces forestiers, avec notamment une forêt de 900 hectares en Isère qui a été acquise, on est soumis à la pression des forestiers, des chasseurs, donc des forestiers pour produire et exploiter la forêt, et des chasseurs pour continuer de chasser dans ces espaces. Merci. Là-bas. Oui, c'était Jean-Jacques Brun, IRSTEA. C'était juste pour réagir par rapport un petit peu à ces procès d'intention là, qui ont leur part de justification, mais sur la culture judéo-chrétienne, pour dire il faut sortir un petit peu de tout ça. Et je pense que comme Aldo Leopold, on le redécouvre, nous, Européens, un petit peu comme ça, au coin du bois. Effectivement, il y a aussi des figures emblématiques de notre tradition judéo-chrétienne qui sont pleines de ressources. Saint François d'Assise, par exemple, Hildegarde de Bingen, et j'en passe d'autres, qui ont écrit des choses absolument fantastiques. Le brave François d'Assise sur la fraternité cosmique, qui était révolutionnaire complètement dans le fondement. Alors effectivement, c'est resté aussi en sourdine,
dans le mainstream philosophico-religieux. Mais enfin, ce n'est pas une raison pour ne pas faire référence et ne pas les ressortir et les mettre à leur juste place. Oui, donc dernière question. Oui, très court. Très court. Un témoignage. Voilà, c'est tout en saluant le fait de présenter Aldo Léopold, je voudrais souligner le fait qu'on puisse aussi le présenter pas seulement comme l'arbre qui cache la forêt, parce que dans la même période, il y a eu toute une vague d'artistes. En photographie, il y a eu le groupe F64 avec des gens comme Edward Weston, Win Bullock, en peinture Andrew Wet, en musique Stanislas Groffet. Et je pense qu'il y a eu vraiment une vague de conscience de la culture de la wilderness qu'on n'a pas du tout en France, dont on n'a pas idée. Et à la même époque, les artistes n'étaient pas spécialement wilderness ou naturalistes en France. Donc je trouve que ça vaudrait le coup de montrer tout ce panorama. Merci. Est-ce qu'une dernière réaction peut-être Oui. Allô, monsieur. Oui. Alors la toute dernière, mais alors. C'est ça, c'est juste un petit 12 mots,5. Hein. Moi, je suis Mathieu, étudiant à AgroParisTech. Oui. En fait, je voulais juste revenir un petit peu sur Arnaud Léopold que je connaissais pas, et donc vous aviez parlé du fait qu'il voulait éveiller les gens, essayer de faire en sorte qu'ils se posent des questions sur eux, sur les autres, sur le monde qui les entoure. En tout cas, c'est quelque chose de très important à mes yeux, puis ça devrait être très important pour tout le monde, en tout cas. Et voilà, donc en fait, pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut qu'on se pose des questions sur celui-ci et repérer ses incohérences. Et par exemple, je peux vous proposer de faire un exercice lexical, parce que je pense que j'ai trop entendu le mot homme quand vous parliez du genre humain, donc on pourrait éventuellement plutôt parler d'humain plutôt que homme. Et autre chose, là je remarque aussi qu'il n'y a que des hommes. C'était aussi, tu seras un homme, ma fille aussi sur le fronton. Oui, mais justement, ça a des bases sexistes à la base, donc si on comprend le monde dans lequel on vit, justement, il faut s'interroger sur ça, et voilà. Et c'est tout. Et sinon aussi, juste sur le fait de ne rien faire, j'ai un ami qui m'a dit la semaine dernière quelque chose de très intéressant qui était la nuit je dors et le jour je me repose. Et j'aime beaucoup cette phrase. C'est très intéressant. Oui. Voilà. Merci. Donc, un tout dernier mot peut-être à quelqu'un avant que je remercie et puis qu'on aille manger parce que les repas sont chauds, me dit-on, donc il faut faire très très vite. Non, il n'y aura plus de questions, c'est absolument plus possible, je suis vraiment désolé. Ce que je propose, c'est de laisser le dernier mot à Aldo Léopold. C'est la dernière phrase de son bouquin. Comme ça, au moins, c'est simple. Il avait dit auparavant, nous sommes des brutes, nous prétendons remodeler l'Alhambra, donc un palais délicat, à la pelleteuse. Et à la fin, il reprend la formule en disant on aura peut-être de la peine à se passer de la pelleteuse, qui quand même nous rend bien service, mais on a vraiment besoin de critères plus objectifs et plus sensibles pour en faire un usage pertinent. Merci. Donc merci à tout le monde, merci aux participants et à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout. Donc je vous incite à discuter à table de Léopold et de ce qui vous a inspiré aujourd'hui. Merci beaucoup.